Bienvenue, nous sommes le 9 novembre 2025, une semaine particulièrement chargée en événements dans la région Asie-Pacifique. On a vu des phénomènes météo assez intenses, des mouvements stratégiques et pas mal d'activités diplomatiques. On va essayer d'y voir plus clair, calmement. Oui, et cette analyse approfondie vous est présentée par ProWave AI. Précisons aussi que cette synthèse s'appuie sur les informations traitées par Stylo News, cette application d'infos qui utilise l'intelligence artificielle pour brasser un grand nombre de sources mondiales. Voilà. Notre but aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer un peu ces développements importants, voir leurs impacts possibles, et puis exposer les points de vue des différents acteurs. Tout ça en se basant sur les faits tels que rapportés par les différentes sources. Très bien. Commençons peut-être par la météo. C'était particulièrement actif pour une fin de saison, non? Ah oui, tout à fait. Fin octobre, début novembre, on a eu une activité tropicale vraiment intense et tardive dans le Pacifique Ouest. On a même eu 3 systèmes tropicaux en même temps fin octobre, un au sud de Guam, d'autres près des Philippines. D'accord. Et l'un d'eux semblait plus menaçant. Oui, celui au sud de Guam, le système B comme on l'appelait, il a vite montré des signes de renforcement. On se dirigeait vers un typhon. Et ce qui compliquait tout, c'était l'interaction possible entre ces systèmes et la mousson du nord-est. Ça rendait la situation, disons, très évolutive et potentiellement dangereuse pour les Philippines, la mer de Chine méridionale. Et début novembre, ça s'est confirmé? Oui, le scénario s'est précisé. On attendait la formation de 2 typhons distincts. Alors, les trajectoires restaient incertaines, c'est toujours le cas, mais la possibilité d'un impact sur Taïwan, en plus avec l'interaction de la mousson, c'était déjà une préoccupation sérieuse pour les météorologues. C'est là qu'arrive Fungwang, ou Phoenix. Exactement. Le 6 novembre. Il s'est intensifié à une vitesse assez remarquable pour devenir un super typhon. La trajectoire initiale le faisait passer sur Luçon, aux Philippines, vers le 10-11 novembre. Et ensuite, il devait prendre un virage potentiellement très préoccupant vers la côte sud-ouest de Taïwan, entre le 11 et le 13. Et pendant ce temps, on avait un autre typhon, Agui, qui, lui, filait vers le Vietnam. Situation complexe. Et au 10 novembre, donc hier, Fungwang, Fengguang, son autre nom, il avait touché Luçon. C'est ça, il a touché terre. Bon, la traversée de l'île l'a affaibli un peu, temporairement. Mais une fois ressorti sur les eaux chaudes de la mer de Chine méridionale, les prévisions indiquaient une possible réintensification. D'ailleurs, les autorités chinoises ont émis des alertes, vent, vagues fortes, dans les zones concernées. Et la réaction des autorités locales face à ça? État d'alerte élevé, évidemment. Les agences météo de Taïwan, des Philippines, du Vietnam, de Chine, toutes étaient sur le qui-vive. Elles multipliaient les bulletins, en insistant quand même sur l'incertitude des trajectoires et appelaient surtout à la prudence, à la préparation. Faut dire qu'aux Philippines, ils étaient encore marqués par le typhon Seagull récent. Plus de 200 morts, malheureusement. Ça rappelle la vulnérabilité de la région. Oui, une vulnérabilité constante face à ces événements extrêmes. Mais ces intempéries, ce n'est pas le seul facteur de tension dans la région. Sur le plan militaire aussi, la semaine a été assez chargée. Effectivement, certaines sources, notamment australiennes, parlent du renforcement militaire chinois actuel en mer de Chine méridionale et dans le Pacifique comme du plus important depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est dire. Et un événement marquant, c'est la mise en service du troisième porte-avions chinois, le Fujian. Oui, annoncé les 8 et 9 novembre, il est basé à Sanya sur l'île de Hainan. C'est un navire très important pour eux parce que c'est le premier qu'ils ont conçu entièrement, équipé de catapultes électromagnétiques. C'est une technologie clé. Pourquoi clé? Ça change quoi concrètement? Et surtout plus fréquemment qu'avec les anciens systèmes à tremplin. Donc ça augmente considérablement leur capacité de projection de puissance navale loin de leurs côtes, y compris près de Taïwan évidemment. Évidemment. Et l'arrivée de ce navire a suscité des réactions, j'imagine. Oui, et même une controverse. Il y a eu cette déclaration attribuée à un expert militaire chinois, Song Tao, qui suggérait que Taïwan serait le, je cite, port d'attache idéal pour le Fujian. Ah oui, j'ai vu passer ça. Plutôt direct comme suggestion. Disons que ça a provoqué une vague d'indignation à Taïwan et pas mal d'inquiétudes à l'international. Beaucoup y ont vu une rhétorique, disons, utilement provocatrice, voire une menace à peine voilée d'invasion. Pendant ce temps, les États-Unis renforcent aussi leur présence? Oui, on observe ça aussi, en réaction ou en anticipation, difficile à dire. Mais un rapport du 1er novembre mentionnait un déploiement de troupes américaines et surtout de systèmes de missiles anti-navires aux Batans. Les Batanes, ce sont ces îles philippines tout au nord, très proches de Taïwan.
Exactement, à 145 km seulement. C'est dire l'importance stratégique. L'objectif affiché de Washington est clair, renforcer la dissuasion face à la Chine et sécuriser ce passage hyper important qu'est le détroit de Bashi entre Taïwan et les Philippines. Et cette coopération USA-Philippines, elle se structure. Elle s'est même formalisée le 8 novembre. Ils ont annoncé la création d'une Joint Task Force, une force opérationnelle conjointe. Ça renforce la collaboration militaire et ça donne aussi aux Américains un accès à 2 bases militaires clés au nord des Philippines, dans la province de Bataan. Un positionnement qui offre des capacités de surveillance importantes sur le détroit. C'est un changement notable par rapport à la politique philippine précédente, non? Oui, très net. Le président Marcos Jr. semble privilégier un alignement beaucoup plus marqué avec les États-Unis. Il reconnaît plus ouvertement l'importance stratégique du nord de son pays dans un scénario de crise autour de Taïwan, et ça inclut une coopération accrue, même avec Taïwan, sur certains aspects. Et cette coopération régionale, on l'a vu aussi en mer? Oui, fin octobre, il y a eu ces patrouilles navales conjointes en mer de Chine méridionale. Elles réunissaient des navires des Philippines, des États-Unis, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Ce qui n'a pas dû plaire à Pékin. Pas du tout, Pékin a vivement condamné ces exercices. Ils ont parlé de perturbations graves de la stabilité régionale. Et pourtant, malgré l'arrivée du typhon Fanahong, la Chine a maintenu des exercices militaires dans la zone. Oui, c'est assez révélateur. L'Armée populaire de libération a maintenu ces exercices à tir réel prévus en mer de Chine méridionale les 10 et 11 novembre. Ils ont même interdit temporairement la navigation dans certaines zones pour ça, malgré le danger météo. Face à tout ça, quelle est la position de l'Australie, par exemple? L'Australie se montre de plus en plus préoccupée. Le gouvernement a confirmé augmenter ses dépenses militaires, acheter de nouvelles frégates, peut-être au Japon, développer des drones sous-marins avec les États-Unis, et bien sûr, ils misent beaucoup sur leurs alliances comme AUKUS avec le Royaume-Uni et les États-Unis. Tout ce mouvement militaire, ça a forcément des implications diplomatiques. Il y a eu cette rencontre importante entre Xi Jinping et Donald Trump fin octobre. Oui, au sommet de l'APEC à Busan, en Corée du Sud, le 30 octobre. C'était leur première rencontre en personne depuis 6 ans. Un événement attendu. Et qu'est-ce qui en est ressorti concrètement? Alors, sur le plan commercial surtout, une sorte de trêve. Les États-Unis ont accepté de réduire certains tarifs douaniers. La Chine a suspendu ses restrictions sur les exportations de terres rares très importantes pour la tech et s'est engagée à acheter plus de produits américains. Et sur les sujets qui fâchent, comme Taïwan? Eh bien, c'est le point notable. Selon les informations disponibles, le sujet ultra sensible de Taïwan n'aurait pas été abordé officiellement pendant leur discussion. Ah, quand même! Comment est-ce interprété? De diverses manières, évidemment. Certaines analyses, côté indien par exemple, y voient une victoire diplomatique pour Xi Jinping. Il stabilise l'économie sans rien lâcher sur le stratégique. D'autres critiquent l'approche très transactionnelle de Trump, un peu déconnectée des enjeux de sécurité à long terme. Et puis d'autres encore insistent sur les petites concessions commerciales obtenues par les États-Unis. C'est complexe. Et la Chine, de son côté, a fait des déclarations officielles sur Taïwan récemment. Oui, fin octobre, le ministère chinois de la Défense a publiquement condamné les achats d'armes de Taïwan et la coopération militaire entre les États-Unis et Taïwan. Pékin a redit sa détermination à contrer toute tentative d'indépendance de l'île et toute ingérence étrangère. Mais en même temps, ils ont aussi appelé au dialogue avec les Philippines sur les incidents en mer de Chine méridionale. C'est une posture double. Un autre lieu de discussion important, c'était le dialogue de Manille. Oui, début novembre, les 6 et 7. Et là, on a entendu le Japon et l'Allemagne souligner l'importance cruciale de la stabilité dans le détroit de Taïwan, pas seulement pour la région, mais pour l'économie mondiale. Il y a eu aussi une déclaration commune assez forte, non? Du groupe Quad. Oui, une déclaration conjointe des ministres de la Défense des Philippines, de l'Australie, du Japon et des États-Unis. Ils expriment leurs graves préoccupations face aux actions de la Chine en mer de Chine méridionale qu'ils jugent déstabilisatrices. Ils rappellent leur opposition à tout changement par la force et réaffirment que la sentence arbitrale de 2016, celle qui invalidait les revendications chinoises, est juridiquement contraignante. De ce côté-là, pas de surprise. Et la Chine a répondu? Immédiatement. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning, a condamné fermement. Elle a parlé de faux narratifs, de provocation politique et a bien sûr rejeté une nouvelle fois la sentence arbitrale de 2016 que Pékin considère comme nulle et non avenue. Pas de surprise de ce côté-là. Et pour finir sur la diplomatie, le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a aussi lancé un appel.
Oui, il a appelé les pays de l'ASEAN, l'Association des nations d'Asie du Sud-Est, à adopter une position plus ferme face à la Chine. Il a même proposé un mécanisme régional de surveillance maritime pour plus de transparence sur ce qui se passe en mer. Bon, ça fait beaucoup d'informations, beaucoup de déclarations, parfois contradictoires. Comment on navigue là-dedans? Vous disiez que votre analyse s'appuie sur de nombreuses sources. Oui, absolument. C'est essentiel pour essayer d'avoir une vue d'ensemble. On utilise des médias basés à Taïwan, comme le China Times ou le Liberty Times, des médias officiels chinois, comme Xinhua, le quotidien du peuple, mais aussi des agences internationales, Reuters, BBC, et des journaux régionaux comme The Economic Times en Inde. Chaque source a son angle, son contexte. C'est en les croisant qu'on essaie de dégager une image la plus factuelle possible. Et qu'en est-il du ressenti sur les réseaux sociaux? Stylo News analyse ça aussi, je crois. Oui, fin octobre notamment, l'analyse du sentiment sur X, l'ancien Twitter, autour des hashtags comme hashtag China, hashtag Taïwan, hashtag South China Sea, hashtag Philippines, montrait une tendance générale plutôt négative. Négatif, c'est-à-dire? Quelles étaient les critiques? Les messages négatifs parlaient surtout de ce qui est perçu comme de l'expansionnisme chinois, de la coercition économique ou militaire, des menaces contre Taïwan, des incidents en mer de Chine méridionale. Ces critiques venaient souvent d'utilisateurs dans les pays voisins comme les Philippines ou Taïwan, ou des pays alliés comme les États-Unis, l'Australie. On voyait aussi beaucoup de messages de solidarité, avec des hashtags comme hashtag Stand with Taiwan ou hashtag Itin, To, qui veut dire ceci est à nous en tagalog, très utilisé aux Philippines pour leur souveraineté maritime. Et les opinions positives ou neutres? Elles étaient vraiment minoritaires, souvent liées soit aux avantages économiques de la coopération avec la Chine, soit c'était juste des reportages factuels, sans opinion marquée, soit ça venait de comptes ouvertement pro-Chine ou liés à l'État chinois. Ce qui est sûr, c'est que le discours est très polarisé sur ces sujets. D'accord. Alors, après ce tour d'horizon, quels sont les points clés à suivre dans les jours, les semaines qui viennent? Bon, d'abord, évidemment, l'évolution concrète du typhon Fenhuang. Quels seront les impacts réels à Taïwan, en Chine continentale, aux Philippines, une fois qu'il sera passé? Ça, il faudra l'évaluer précisément. Le suivi météo reste crucial. Et sur le plan militaire, le porte-avions Fujian Val chinoise. et la coopération américano-philippine. Pareil, il faudra voir les premières activités concrètes de leur Joint Task Force. Quel type d'exercice? Où? À quelle fréquence? Ça nous en dira long sur la portée réelle de cette coopération renforcée. Côté diplomatie, la trêve commerciale sino-américaine tiendra-t-elle? C'est une bonne question. Et surtout, est-ce que les canaux de communication militaire qu'ils ont dit vouloir rouvrir seront vraiment utilisés pour éviter les malentendus ou désamorcer les tensions si besoin? Ça, c'est un point clé. Et les grandes réunions régionales à venir? ASEAN, Quad? Oui, comment ces groupes vont-ils y gérer ces tensions croissantes? Arriveront-ils à trouver des positions communes? Ce sera intéressant à suivre. Enfin, peut-être, à plus long terme, la modernisation de la défense australienne. Oui, c'est un facteur important pour l'équilibre régional. Les choix qu'ils vont faire en termes de matériel, de partenariat, ça aura des conséquences durables. Bon, analyser tout ça, recouper ces infos qui viennent de partout, dans plusieurs langues, ça demande des outils performants, j'imagine. C'est là qu'intervient Stylo News, l'outil qui a permis de faire cette synthèse. Exactement. C'est conçu un peu comme un outil d'intelligence personnelle, si on veut. L'idée, c'est d'agréger en temps réel des infos de plus de 250 sources mondiales. Ça va des articles de presse aux réseaux sociaux, en passant par des forums, même des transcriptions de vidéos. Et ça dans plus de 20 langues. Et l'IA fait quoi, concrètement? Elle traduit? Elle nettoie, elle traduit, oui, mais surtout, elle l'analyse. Elle essaye d'identifier qui a fait quoi, où, quand. Elle peut même évaluer le ton général d'un texte. En gros, l'IA lit et comprend une masse énorme de documents. Et ensuite, on peut lui poser des questions. C'est ça. On pose une question en langage naturel, du genre « Quelles sont les dernières déclarations sur la mer de Chine méridionale ?» L'IA va chercher les infos les plus pertinentes dans toutes ces sources et rédige une réponse synthétique, basée uniquement sur ces faits. Et surtout, elle vous dit d'où vient chaque info. Elle cite les sources. C'est ce qu'on appelle la génération augmentée par récupération, ou RAG. Ça évite les hallucinations de l'IA. Donc ça permet une veille multilingue, rapide, moins d'1 minute pour une synthèse, c'est ça? Et on peut choisir ses sources. C'est accessible sur mobile et sur le web.
mensuel ou annuel, qui donne accès à ces fonctions, suivi de l'actu mondiale, recherche par IA, choix des sources, réseaux sociaux, carte des événements. D'ailleurs, il y a un essai gratuit de 7 jours pour tester. Et puis, il y a une offre Stylo Plus pour les entreprises ou les gouvernements, avec des fonctions encore plus poussées. D'accord. Donc, pour ceux qui seraient intéressés par ce type de briefing d'infos personnalisé, fiable, basé sur plein de sources mondiales et traité par IA, l'adresse c'est www.stylonews.com. Je l'appelle stylonews.com. Et voilà, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette analyse. Oui, merci pour votre écoute. Et si certains sujets vous intéressent plus particulièrement ou si vous avez des questions sur ce qu'on a dit, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Ça pourrait nourrir de futures discussions. Et bien sûr, pour continuer à suivre l'actualité internationale avec ce type d'analyse, vous pouvez retrouver Stylo News sur vos réseaux sociaux préférés. Merci encore. Passez une excellente journée.